Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tout est déjà là. Aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir pour un tout nouveau format que j'ai nommé le Book Club. Le Book Club, ce sont des épisodes que je vais te partager ponctuellement dans lesquels je vais te parler d'un ouvrage, d'un texte, d'une autrice qui m'aura particulièrement touchée et qui m'accompagne à la fois dans mon quotidien, dans la gestion de mon activité, mais aussi dans ma transmission. J'ai choisi aujourd'hui un recueil de poèmes. J'aime la poésie depuis que je suis toute petite. J'adorais apprendre les récitations et les poésies à l'école. J'adorais, à l'époque, on pouvait faire des petits dessins en face des poésies ou colorier des dessins quand on était plus petite. Et j'adorais ces moments de créativité, en fait, où on jouait avec les mots, où on pouvait colorier, on pouvait jouer avec les couleurs et où vraiment le cahier prenait vie au-delà des mots et des chiffres qu'on pouvait parfois mettre dans nos cahiers. Donc j'adorais réciter ces poésies, les apprendre et puis, j'étais déjà petite fascinée en fait par la délicatesse des mots et par les univers, les voyages qu'on pouvait faire avec une légende, un livre, un poème. Quand j'étais petite, je me rappelle un des livres qui m'a le plus touchée, c'était Le chat et l'oiseau de Jacques Prévert et j'avais été alors à l'époque, j'en avais pas conscience avec ces mots-là, mais je me rappelle avoir été très touchée de la façon dont Jacques Prévert arrivait à parler de quelque chose de très dur avec des mots d'une beauté et un voyage et une finesse, une délicatesse, qui permettaient en fait de traverser ce moment de perte pour la petite fille et en même temps, ce moment de prise de conscience aussi. Donc, je t'invite à redécouvrir ce poème qui s'appelle Le chat et l'oiseau, si tu le souhaites. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout de poésie française dont je veux te parler. C'est d'une poésie un peu plus contemporaine, américaine. J'ai choisi aujourd'hui de te partager le recueil qui s'appelle Thousand Mornings de Mary Oliver, qui est un recueil que j'aime beaucoup parce que dedans, ce sont vraiment des textes qui sont d'une douceur, et d'une, réalité, aussi incroyable. C'est pour ça que ça m'a fait penser, je pense, à ce poème de Jacques Prévert qui m'a tant touchée petite. C'est que Mary Oliver, elle est vraiment ancrée dans le quotidien et dans le monde, matériel, dans, ce qu'elle voit et ce qu'elle vit vraiment au quotidien. La poésie, elle nous ramène vraiment, je trouve, à l'intime, au pouvoir des mots et au fait de pouvoir voyager tout en plongeant en nous-mêmes, en fait. Et ça met aussi en lumière, je trouve, notre relation au monde et à l'autre. Et c'est extrêmement puissant. Voilà, je t'invite, si tu es pas encore trop bercé dans la poésie, à prendre des ouvrages, peut-être Mary Oliver ou d'autres ouvrages, et de voir un petit peu à quel point les mots et les phrases choisies peuvent vraiment nous transporter. Si tu aimes la poésie, j'espère vraiment que cet épisode va te parler. Donc Mary Oliver était une poétesse américaine. Elle est décédée en 2019. Et ce qui me touche vraiment dans ses poèmes, comme je l'évoquais juste avant, c'est qu'ils sont inspirés du quotidien, de la nature. Elle évoque aussi bien ses rituels que ses rencontres lors de ses balades, que ses moments posés sur sa terrasse à contempler les oiseaux, ses relations avec les autres. Et en fait, elle parle de sa spiritualité au quotidien, de ce qui est ancré en elle, sans la nommer ainsi. Et je trouve que j'ai cherché des mots un petit peu pour essayer de résumer l'essence de ce que m'inspire Mary Oliver et ce qui m'est venu, c'est que c'est simple, c'est beau et c'est inspirant. Alors pourquoi, ce livre, ce recueil Thousand Mornings m'accompagne depuis des années? Donc tu verras dans les book clubs, je vais essayer à chaque fois de suivre une trame qui va être à la fois d'introduire l'ouvrage, de t'expliquer pourquoi il m'accompagne au quotidien et comment il m'accompagne aussi dans ma transmission. Ça va être des épisodes un petit peu plus courts. Donc pourquoi cet ouvrage, en fait, m'accompagne depuis des années et surtout depuis quand? J'ai découvert Mary Oliver, en fait, en 2010 quand j'étais en formation de Yin Yoga. C'était une des premières formations que je suivais et pendant la pratique, le guide nous a lu ce poème que je vais te lire. Donc je vais t'en lire une traduction française qui a été faite par une personne. Il faut savoir que Mary Oliver, aujourd'hui, ses recueils ne sont pas encore traduits en français, mais cette personne qui est, poète et qui est aussi, passionnée, en a traduit quelques textes et je te mettrai dans le descriptif le lien pour retrouver quelques-unes de ces traductions. Donc ce poème qui m'a transportée et qui m'a fait tomber en amour de Mary Oliver. Pourquoi dois-tu faire le bien? Pourquoi veux-tu faire pénitence et traverser des déserts à genoux? Laisse plutôt le doux animal de ton corps aimer ce qu'il aime. Parle-moi du désespoir, le tien, et je te parlerai du mien. Pendant que le monde continue de tourner, pendant que le soleil et les perles claires de la pluie balaient les paysages, les prairies et les arbres bien enracinés, les montagnes et les rivières, pendant que les oies sauvages, dans le ciel ouvert, s'en retournent encore comme chaque fois. Qui que tu sois et quelle que soit ta solitude, le monde s'offre à ton imagination.
Il t'appelle du cri des oies sauvages, âpre et attirant. Sans cesse, il te répète que ta place est là, dans la grande famille des choses qui sont. Donc, c'est un poème qui s'appelle Les oies sauvages. La traduction, c'est de Patrick Tonard. C'est un texte qui m'a touchée en plein cœur. Quand je l'ai eu, j'en suis encore émue. En fait, quand j'ai découvert ce texte, quand je l'ai entendu pour la première fois, donc j'étais en train de pratiquer du yin yoga en formation. Je le pratiquais depuis quelque temps chez moi, en atelier ou en cours. Et j'avais, comme d'habitude, décidé de suivre une formation, non pas pour transmettre, mais vraiment pour me nourrir. Et j'étais dans un moment de vie où, personnellement et professionnellement, tout était en train de basculer pour moi. J'avais perdu tous mes repères. J'étais un peu livrée à moi-même. Et en entendant ces mots, en entendant déjà le début, juste « Pourquoi devrais-tu faire le bien ? Pourquoi veux-tu faire pénitence à genoux et traverser des milliers de kilomètres dans les déserts ?» Ça m'a touchée parce que c'était un moment de ma vie où je me reconnectais à ma spiritualité. J'avais mis ma spiritualité de côté pendant des années et je culpabilisais énormément de l'avoir fait. Je culpabilisais de ne pas avoir continué ce chemin. En me reconnectant avec cette spiritualité, je culpabilisais du temps perdu. Je culpabilisais des réalisations, des prises de conscience que du coup je n'avais pas pu faire parce que j'avais fait ce choix de mettre la spiritualité de côté. Et je passais mon temps en fait à me mettre la pression vraiment pour trouver quelque chose, pour trouver des réponses, pour trouver des questions, pour trouver des pratiques. Et en fait, je cherchais ces réponses, je cherchais ces guides, je cherchais ces pratiques parce que je pensais qu'ils allaient me permettre d'arriver quelque part. Et en fait, j'avais pas conscience que la spiritualité était vraiment un chemin de silence et d'écoute profonde à ce moment-là, qui a rien à chercher, mais qui a tout à vivre en fait et à laisser être. Et bien évidemment, cette réalisation, elle est venue 10 ans plus tard à peu près, un petit peu plus. Ça a été vraiment de l'ordre du ressenti. J'en parlerai après. Mais à ce moment-là, au moment où j'ai entendu ce texte sur son tapis de yoga, dans ce contexte où j'étais vraiment sortie de mon quotidien, avec des personnes que je ne connaissais pas, en dehors du guide et de la personne qui l'accompagnait pour faire la musique avec lui, qui me touchait énormément, où je me sentais en sécurité, au bord d'un lac magnifique, près de Genève. Et ben, il y a quelque chose en moi qui a été, touché, bien évidemment, mais surtout qui s'est apaisé. Lorsque j'étais dans cette quête de recherche, de trouver, j'avais le sentiment de faire quelque chose et donc d'être dans la spiritualité puisque je faisais la spiritualité. Et lorsque j'ai entendu vraiment ces mots, je pense que mon cœur a vraiment fondu parce que j'ai pris conscience et j'ai réalisé en fait que d'ailleurs, je me rappelle avoir pleuré pendant cette posture, en silence, tranquillement, mais j'étais dans la posture du yin et je me rappelle plus quelle posture c'était, honnêtement. Je me rappelle, c'était une flexion avant parce que je me rappelle de cette prise de conscience à un moment de me dire: «Je vais devoir me relever à la fin de la posture avec mes larmes qui coulent, mes yeux rouges face au guide et dans le cercle» et je me disais: «Mais quoi que vont penser les gens, en fait?» Les personnes autour de moi. J'avais eu l'habitude déjà de vivre des émotions fortes dans mes pratiques, mais c'était toujours dans des espaces où les gens, je connaissais, c'était ma sangha. À l'époque, en 2010, j'avais encore ma sangha à Paris, en hatha yoga et il y avait, aucun tabou, aucun problème. On pouvait vivre nos émotions, mais là, j'étais dans un espace où je connaissais personne et je pense aussi que j'avais été prise par surprise par ces mots. Je m'attendais pas à être autant touchée pendant une pratique et pendant une posture de yin et j'ai pris conscience encore une fois que je n'avais pas à faire le bien. Je n'avais pas à faire pénitence. Et même si à ce moment-là, d'ailleurs, j'ai pris conscience de ça avec ce texte, ces mots, ça a vraiment fait écho pendant des années. C'est-à-dire, je me suis pas levée d'un seul coup avec cette réalisation, en effet, que j'avais pas à faire pénitence en spiritualité. Il m'a fallu un temps pour comprendre vraiment, pour laisser infuser. Mais sur le coup, il y a quelque chose, je pense, vraiment de l'ordre de l'indicible, du subtil, qui a été touché et qui s'est un peu relâché, qui s'est un peu, j'ai envie de dire, lâché la grappe après ça. Et je me rappelle que, la réflexion que je me suis faite, c'était que je devais vraiment écouter et vivre ce lien avec ma spiritualité. Donc de retour chez moi, après ces semaines, folles, parce que ça n'a été que le début, bien évidemment, de cette semaine de transformation, j'ai relu régulièrement et depuis, je relis vraiment régulièrement. Et ce qui est bluffant pour moi, dans ma lecture de Mary Oliver, c'est qu'à chaque fois que je lis ces textes, je me retrouve dans cet état méditatif, d'écoute profonde vraiment. C'est comme s'il y avait un chemin direct pour me poser et être dans le concret, dans la matière, dans le vécu.
c'est vraiment, c'est vraiment ça, en fait, cette possibilité d'être là, dans cet état méditatif en quelques lignes et c'est vraiment, émouvant quand on trouve des textes. Il y a peu d'auteurs qui me font vraiment, cet effet-là à la lecture de quasiment, tous les textes qu'elles ou ils ont écrits. Donc ensuite, je suis rentrée, donc à Paris, en région parisienne. À l'époque, j'habitais, en région parisienne et et en fait, j'ai pris conscience que, voilà, je voulais aller plus loin. Donc au-delà de ce poème, j'ai eu envie de voir un petit peu ce que Marie Oliver avait écrit et Marie Oliver a écrit, beaucoup de recueils. Elle a eu des prix, elle a animé des workshops, des ateliers aux États-Unis, sur l'écriture des poèmes. Elle a écrit un livre sur comment écrire un poème et le comprendre. Et je me suis retrouvée devant toute cette richesse à ne pas savoir, quel livre commander puisqu'en fait on pouvait pas les trouver en France. J'aurais peut-être pu à l'époque aller, à la librairie anglaise, à Paris. J'y ai pas pensé, Shakespeare& Company. Mais en tout cas, voilà, je me suis retrouvée sur internet à vouloir commander un livre de Mary Oliver et je savais pas lequel prendre et je me rappelle que le premier que j'ai commandé, c'était Upstream. J'avais été attirée par la couverture, de ce livre, qui est très, nature, très très brute, très voilà, très américaine. Mais en tout cas, voilà, je m'étais dit: «Ah, ça doit forcément parler de nature, ça doit forcément parler» et en fait, j'ai été très touchée parce que Upstream, c'est un recueil d'essais. C'est pas des poèmes, c'est des essais de Mary Oliver. Donc c'est encore une autre façon qu'elle a eu d'écrire, que la poésie. Donc après ça, j'ai commandé ce livre qui s'appelle, Thousand Mornings. Hem, Elle a eu un prix Pulitzer d'ailleurs, dans sa vie, Mary Oliver. Pas avec Thousand Mornings, mais avec un autre écrit et ou peut-être avec ce livre-là. Je n'en sais pas. Je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais en tout cas, je sais qu'en ouvrant Thousand Morning, il y a quelque chose qui m'est apparu déjà de l'ordre de c'est le bon pour moi, c'était la bonne entrée dans l'univers de Mary Oliver. En fait, dans les textes de Thousand Mornings, il y a une atmosphère vraiment particulière des matins tôt. Ce moment, en fait, où tu as peut-être déjà vécu ça, mais si tu l'as pas vécu, je t'invite vraiment à le faire si tu peux. Par exemple, si tu pars en vacances ou en week-end près de la nature. Ces moments, en fait, où le ciel se lève tout juste, où n'est pas le soleil se lève tout juste, mais n'est pas encore levé et où la nature est entre la nuit et le lever du soleil justement et le jour. Et il y a ce moment magique en fait où tout est possible. C'est un moment qui est à la fois silencieux et bruyant, parce que le chant des oiseaux, parce que la nature. C'est un moment qui peut paraître parfois mystique et très privilégié parce que on se rend compte qu'on est très peu à vivre cet instant-là, à ce moment-là et à voir la nature s'éveiller, à entendre les sons de la nature, à voir la luminosité changer, vraiment les couleurs du ciel, les couleurs des nuages s'il y en a, dans les arbres, au sol, les ombres et les soleils. Et Thousand Mornings, il arrive vraiment à redonner cette essence, je trouve, du matin privilège, du matin tôt, de ces balades en fait solitaires où il y a tous ces parfums aussi parce qu'il y a l'humidité de la nuit et c'est vraiment des moments particuliers à vivre. Donc j'adore me lever tôt, c'est vrai. Je suis pas une lève tôt pour autant, je vais pas mentir. J'aime pas me lever tôt pour travailler. J'adore parfois me lever tôt pour aller me balader en forêt ou pour aller, quelque part. Mais souvent quand je fais ça, dans la journée, je me recouche un petit peu, je refais une sieste parce que je me lève à 4-5 heures et c'est des moments où j'adore écrire, lire, étudier. C'est vraiment des moments entre 4 et 7 heures du matin où j'adore me lever avant que la maisonnée aussi soit levée et où, je peux profiter de ces temps de calme, de ces temps où il y a pas encore le rythme de la journée, le rythme du quotidien, mais où voilà, je suis à mon rythme. En général, je me fais une petite infusion un thé, je me pose sous une couverture. Si je veux me balader, je prends un thermos, je me pose sur un rocher ou au pied d'un arbre, sur un tronc et j'écoute juste et c'est des instants suspendus vraiment riches et Thousand Mornings, il traduit vraiment ces états-là. Il traduit ces moments de suspension, ces moments riches, ces moments qui sont très, très beaux. Hem et c'est pour ça que dans mon quotidien, en tout cas, il m'accompagne parce que au-delà de cet état méditatif dans lequel me met, souvent la lecture de ces textes, il y a aussi cette reconnexion à cette saveur. C'est un peu ma Madeleine de Proust des matins tôt. Là, en plus, j'en ai pas eu depuis quelques années puisque ma fille est en bas âge. Je me suis pas encore redonné personnellement le droit de repartir tôt le matin, mais ça va pas tarder. Hem
Mais voilà, du coup, c'est aussi cette saveur un peu Madeleine de Proust de: «Ah oui, quand il y avait, l'odeur de la terre humide, les oiseaux qui commencent à chanter, les rayons du soleil qui commencent à se poser sur la peau». Pouvoir voir la mer ou entendre une rivière aussi, c'est incroyable d'être dans ces espaces-là. Et vraiment, c'est en relisant ces textes, on revit ce moment de magie. On revit vraiment parce que l'auteur l'illustre avec beaucoup, beaucoup de justesse. Et en tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Tu dois le sentir. Et ça me plonge vraiment dans cet état d'introspection. Et je me rends compte que les réflexions issues à la fois de leur lecture, mais aussi de l'observation, hem, en fait, ça c'est un miroir aussi pour mon quotidien. C'est-à-dire qu'au-delà de me ramener à ces moments d'introspection et cetera, ça me connecte aussi, à ce lien que j'ai à l'autre dans mon quotidien. C'est-à-dire que quand je lis les textes, j'ai des réflexions, il y a un petit mot, il y a un mot qui va me parler. Tu as peut-être déjà vécu ça, mais en fait, tu peux lire un texte, une légende, un poème 25 fois et avoir 25 versions différentes. Et c'est ça pour moi la magie de l'écriture et des textes, c'est que, en les relisant, on a à l'instant T une lecture qui est différente de la fois précédente et qui sera différente de la fois suivante. Et c'est la magie vraiment des légendes, c'est la magie de cette poésie aussi de Mary Oliver. Tu vois, là, je viens de le relire et par rapport à ce que je traverse en ce moment, ça m'a encore touchée différemment. Hem et c'est vraiment ça, cette justesse, cette beauté, en fait. Et ça me questionne du coup sur mes habitudes, mon rapport au monde. Et je trouve ça vraiment, vraiment très, très fort. Donc depuis sa rencontre, avec Mary Oliver, parce que pour moi, j'ai vraiment envie de parler de rencontre, je partage régulièrement ses poèmes et ses textes, et plus particulièrement donc cet ouvrage Thousand Mornings, dans mes ateliers. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'il porte la lenteur du yin yoga, il porte l'observation, l'écoute de Shavasana, cette posture clé pour laquelle on fait tout ce que l'on fait en yoga finalement. On pratique pas le yoga pour moi, à mon sens, je ne pratique pas le yoga pour être sur les mains ou être en équilibre sur les pieds, même si je trouve ça fun et j'aime travailler ces postures-là. Mais je me rends compte de plus en plus que ma pratique du yoga est en dehors des postures et que finalement, s'il y avait qu'une posture à retenir, pour moi, c'est l'assise ou Shavasana. C'est celle qui me rapproche le plus de ma pratique de yoga. Hem, je prends de plus en plus conscience, et j'en parlais la semaine dernière avec les personnes, qui suivaient la formation écoute de soi en yin yoga. Plus les années passent, plus je prends conscience que le yoga va vraiment au-delà des postures, et que les postures ne sont qu'un biais pour nous réapproprier le corps, le souffle et pouvoir, hem, faire connaissance et discipliner un petit peu cet esprit qu'on appelle souvent le monkey mind en anglais, l'esprit singe qui a tendance à aller partout, surtout dans notre société actuelle où on passe d'une chose à l'autre très, très vite, d'une personne à l'autre très vite, d'une émotion à l'autre très vite. Et et je trouve que du coup, le yoga, les postures nous permettent, voilà, petit à petit de calmer tout ça, d'apaiser pour aller vers le yoga, et que le yoga, c'est encore autre chose. Si tu veux en savoir un peu plus, je crois que j'en parle aussi d'ailleurs dans l'épisode 1 du podcast, l'épisode 1, de mon d'anniversaire du podcast, la première partie, parce qu'il y a 3 parties, où Nathalie et Adam, justement mes guides, m'ont questionnée sur le yoga et ça a été une très belle, un très beau cheminement de répondre à leurs questions. Donc pour moi, les textes de Thousand Morning vraiment portent cette lenteur du yin yoga, cette douceur et ce dépôt, ce laisser-faire de Shavasana. Et aussi la joie de chaque respiration prise, le privilège de chaque souffle qui est pris, en fait. Et cette temporalité unique que les postures de yin yoga et les suspensions qui habitent le temps de rebond et de transition entre les postures, nous permettent vraiment de savourer, de digérer. Et les mots de Mary Oliver, pour moi, ils évoquent aussi la reconnaissance du temps nécessaire aux belles choses de la vie. Et quand je dis belles choses, c'est pas un critère de, comment dire, qualitatif ou un critère de beauté, comme on peut parfois en entendre parler. Moi, quand je parle du beau, en fait, c'est tout ce qui est naturel, tout ce que la vie crée naturellement, pour moi, est beau. Et tout ce qui est tout ce qui est issu de cette énergie de vie, ce qu'on appelle aussi le prana en yoga, hem, en fait, est beau parce que ça prend le temps de naître, ça prend le temps de vieillir, ça prend le temps de partir, ça prend le temps de faire ses transitions, ça prend le temps d'être suspendu. Et pour moi, c'est ça la beauté. Et dans les textes de Mary Oliver, on peut savourer cette beauté, on peut vraiment aller dans chaque instant. Hem, comme quand lorsqu'elle évoque dans le poème que je t'ai lu juste avant, le vol des oies sauvages, les racines des arbres qui rentrent dans la terre. Il y a aussi la notion, en fait, de laisser être, d'apprécier ce qui est, de vivre cet instant.
Et je trouve qu'en yoga, dans les pratiques de posture, mais aussi dans les méditations, c'est quelque chose qui est à souligner pour se le rappeler, parce que parfois on oublie. Hem Et souvent, en échangeant avec mes pratiquants et les personnes qui viennent à mes sessions, heu, ils me disent en fait que ces textes les accompagnent à se déposer, que ces textes de Marie Oliver leur permettent d'avoir des réflexions qui sont tellement connectées à leur quotidien, à leur vie, que finalement c'est facile de faire la passerelle entre le dehors et le dedans et de rester au dedans et d'écouter, de laisser vibrer les mots. Donc, c'est ça qui est aussi chouette, c'est quand on peut partager des textes et des mots, qui vont permettre aux autres de cheminer à leur manière. Parce que leur journée n'est pas la même que la mienne aussi. Mais pourtant, ce texte vient nous parler de nos journées, ce texte vient nous parler de notre relation à l'autre. Et c'est vrai que, la lecture de poèmes et de textes, ça contribue vraiment à ce qu'on appelle bhav, c'est-à-dire l'ambiance, hem l'humeur d'une séquence que tu crées, d'un moment partagé et en fait, ça va aussi jouer sur le ton et sur l'ambiance que tu souhaites communiquer et moi, je m'appuie beaucoup sur la lecture depuis le début de ma transmission et c'est vraiment un élément qui fait intégralement partie de ma création de séquences. Par exemple, il y a une légende qui va parler de la réflexion sur la transformation personnelle. Il va y avoir, un poème qui va être plutôt sur la douceur de l'être et d'exister. Il y a une illustration aussi, dans des textes qui peut être vraiment en lien avec ce qui nous unit tous et toutes. Je pense aux 13 mères originelles, par exemple, qui est un très beau recueil aussi que je vais sûrement te présenter dans le book club. Donc avec Marie Oliver, le temps se suspend dans les paysages et dans tout ce qu'elle décrit. Et je voulais te lire un autre poème de Marie Oliver qui me touche beaucoup parce que pour moi, il est vraiment l'essence du yin yoga. Il est vraiment dans ce je vais te laisser juste l'écouter. Si tu pratiques le yoga, le yin yoga, la méditation, le restauratif, le qigong, ça va te parler. Donc celui-là, il est issu de Upstream. The Wild Goose, il est issu d'un autre recueil de poèmes. Thousand Mornings, donc celui-ci, il s'appelle Aujourd'hui je vole bas en français. Euh, et je te laisse juste l'écouter. Aujourd'hui je vole bas et je ne dis pas un mot. Je laisse dormir tous les fétiches de l'ambition. Le monde tourne comme il se doit. Les abeilles du jardin bourdonnent légèrement, les poissons sautent hors de l'eau, les moucherons se font manger. Et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je lève le pied. Paisible comme une plume. Je bouge à peine, mais je parcours des distances incroyables. Le calme, une des portes d'entrée du temple. Juste cette phrase. Le calme, une des portes d'entrée du temple. C'est un texte qui est vraiment, je trouve, un poème qui parle de cette notion du yin aussi. Le monde tourne comme il se doit. Les abeilles continuent de bourdonner et c'est vraiment ça en yin yoga et en yoga, c'est cette conscience que tout continue de tourner mais que nous on cherche ce temps de suspension. On lève le pied aujourd'hui, paisible comme une plume. On bouge à peine mais on parcourt des distances incroyables. Et c'est ça pour moi la pratique du yoga. C'est vraiment de pouvoir faire des milliers de kilomètres en soi et vers l'autre en restant sur place. Et ça me fait penser aussi à cette expression qui est issue d'un texte, il me semble. Je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, qui dit que la pratique du yoga, en fait, un bon yogi n'est pas celui qui a fait 10 000 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une fois le tour de lui-même. Il me semble que c'est issu un des mythes, une des légendes de Ganesh avec ses parents, et notamment avec son frère. Et la morale de ce mythe, de cette histoire, était justement que le plus sage des 2 frères, Ganesh et son frère, Shiva, dit que celui qui est le plus sage, c'est celui qui a pris le temps de faire le tour de lui-même. Et en fait, Ganesh, dans cette histoire, au moment où son frère lui part à travers le monde, rencontrer les plus grands maîtres, mener les plus grandes guerres, rencontrer les plus belles personnes, faire les plus beaux, métiers du monde, Ganesh reste dans le temple et contemple ses parents, Shiva et Parvati et il les contemple, il les contemple, il les contemple et puis d'un seul coup, il se lève et il fait juste le tour de ses parents respectueusement et il revient s'asseoir. Et donc au bout d'un moment, son frère revient lui aussi et dit: «Bah, voilà, il a pas bougé d'ici, mais moi je suis le plus sage parce que j'ai acquéri plein de connaissances, j'ai fait plein d'expériences, j'ai fait plein de choses». Et Shiva dit: «Bah, non, en fait, c'est Ganesh. Ganesh est le plus sage des 2 parce que il a fait le tour de lui-même, pendant que toi, tu courais le monde». C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à l'extérieur, il est allé à l'intérieur. Et ça m'inspire vraiment ça, ce lien avec ce poème de Marie Oliver. Je bouge à peine, mais je parcours des distances incroyables. Je trouve ça vraiment tellement touchant, tellement beau, tellement fort de pouvoir, avec si peu de mots, retranscrire quelque chose de cette puissance-là.
Voilà, donc encore une fois, les textes, de Marie Oliver, malheureusement à date ne sont pas traduits en français. Il y a donc une personne, un Canadien qui a, je crois que c'est un Canadien, je voudrais pas dire de bêtises. Il y a une personne qui a traduit, ces textes en français, quelques-uns. Il cherche des éditeurs. Moi, je suis toujours étonnée qu'il y ait pas d'éditeur qui ait traduit Marie Oliver, je ne comprends pas. Mais en tout cas, voilà, je vais te mettre en descriptif le lien pour que tu puisses retrouver ces quelques traductions qu'il a faites et que tu puisses t'en immerger. Si tu parles anglais, bien évidemment, n'hésite pas à commander ou à trouver ces recueils en version originale parce qu'en plus, tu auras vraiment les mots de Marie Oliver. Personnellement, je lis autant que possible les livres en version originale quand c'est dans une langue que je parle, ce qui est assez limité parce que je parle français et anglais. Mais voilà, dès que je le peux, en tout cas, je me rapproche le plus possible de la langue originale pour avoir cette essence-là. Mais en tout cas, les traductions en français sont vraiment très belles aussi, donc n'hésite pas à les consulter. Si tu aimes la poésie aussi et les podcasts, je voulais te parler d'un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Poetry Unbound, qui a été fait par un professeur d'université et un poète. Et en fait, dans chaque épisode, l'animateur partage justement un poème, son contexte dans lequel il a été écrit, le recueil dans lequel il se trouve. Il parle de l'auteur et puis il parle aussi du poème en lui-même, de ce que les mots lui évoquent, de comment il se sent. C'est des épisodes qui sont assez courts et c'est vraiment, très, très beau. Donc Poetry Unbound, si tu parles anglais à nouveau, c'est un très, très beau podcast de poésie. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a donné envie d'en savoir plus sur Marie Oliver et sur ses textes, et peut-être même de partager toi-même les textes qui t'ont touché et qui te parlent. D'ailleurs, n'hésite pas à me les partager en commentaire de cet épisode ou sur Instagram. Je suis toujours ravie de découvrir de nouveaux écrits, de nouveaux textes et de nouveaux auteurs. Merci pour ton écoute. Si tu es encore là, c'est sûrement que tu aimes la poésie et qu'elle te porte au quotidien ou dans ta transmission. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de cet épisode, c'est que lire un texte de Marie Oliver, c'est s'asseoir à côté d'elle, dans son jardin, et de l'écouter nous raconter ce qu'elle y voit. Et toi, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode? Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à me laisser un commentaire, une étoile ou même à le partager à un proche ou à une proche qui pourrait apprécier ce partage. Ça m'aide vraiment et ça me donne un petit coup de pouce en termes de visibilité et pour rencontrer de nouveaux auditeurs et auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où je te parle de mon voyage en Inde, pays où je me trouve au moment où tu écoutes ce podcast. Je te souhaite une très belle semaine. À la semaine prochaine.